Luc, vamos a hablar hoy día de tu último libro, que se llama El enriquecimiento. Estoy traduciendo, de hecho viene ahora próximamente en traducción española, una crítica de la mercancía. Y al interior de ese libro vamos a encontrar todo un pasaje, todos unos pasajes sobre el patrimonio, la patrimonialización, que es el tema de la conversación de hoy día. Es decir, es un puntito en este universo temático de Luc Boltanski que nos pareció relevante para esta instancia, el puerto de ideas acá en Valparaíso, un gran tema muy importante hoy día. Luc, muchas gracias. Espero haber sido justo con esta presentación tan breve. Tú me vas a corregir ahora o después, prefiero después. Te voy a preguntar para iniciar esta conversación sobre tu último libro. ¿Cómo lo presentarías de modo general, de modo que todos podamos entender, sociólogos y no sociólogos, gente que no está en la academia? Sobre todo un concepto, ¿no? Como enriquecimiento, que tiene esta doble dimensión. Por un lado, se enriquece algo mediante otra cosa. Ese es un concepto, una noción. Y lo otro es profitar, ¿sí?, de alguna situación, enriquecerse en el sentido más común del término, ¿no? Partamos, Luc, ¿te parece? Muchas gracias. Merci beaucoup, Moreau. Tu as fait une présentation formidable et qui me fait rougir, trop élogieuse, et tu connais mon travail mieux que moi. Et je dois dire que c'est largement grâce à Moreau que je me suis intéressé de nouveau à l'école de Francfort. Et nous nous sommes rencontrés à Francfort d'ailleurs. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu possible ce voyage, ce séjour. Puerto de Ideas en premier, le COES, le Centre d'études des conflits et de cohésion sociale, le programme doctoral de théorie critique, de Theoria Critica de l'université Andrés Bello, et puis bien sûr l'ambassade de France et l'Institut français. Alors, tu me demandes de donner une première caractérisation un peu générale du enrichissement et les raisons pour lesquelles Arnaud Esqueré, qui est membre du CNRS en France, nous travaillons ensemble depuis longtemps, et moi avons fait cette étude. Tu as parlé du nouvel esprit du capitalisme, donc qui a presque 20 ans maintenant, on vieillit très vite, hein, et qui témoigne d'un intérêt ancien pour les évolutions du capitalisme dans le monde occidental et particulièrement en Europe. Et le nouvel esprit du capitalisme portait essentiellement sur le changement du management, le changement des conditions de travail qui avait suivi la grande crise du capitalisme des années 60-70, qui était à la fois une crise de productivité et une crise d'autorité par rapport à un mouvement ouvrier extrêmement actif. Et donc nous avions fait, avec Eve Chiapello, qui est le co-auteur de ce livre, une étude des changements du monde du travail et du management entre les années 60 et les années 2000. Et ensuite, d'autres personnes, dont notamment d'ailleurs Strick, qui participera au colloque du COES, ont travaillé d'autres dimensions très importantes des changements du capitalisme, la question de la dette et la question de la finance. Mais il nous a semblé qu'il y avait, particulièrement en Europe, et je dirais particulièrement en France, un changement très important qui était moins dans le regard, moins bien vu par les économistes, par les politiques
par les gouvernants et aussi par les acteurs critiques, et qui avaient un rôle social extrêmement important. Et c'est ce changement que nous avons essayé de décrire et d'analyser dans Enrichissement. Et donc, il s'agit d'un livre qui a deux aspects. Un aspect qu'on peut appeler historique. Notre thèse est qu'un nouveau type d'économie se met en place actuellement en France, que l'on peut au fond comparer à l'apparition de la première révolution industrielle en Angleterre, qui apparaît dans quelques districts. J'aime beaucoup un historien anglais qui s'appelle Wrigley, qui a bien décrit ça. Ça apparaît dans quelques districts, personne ne comprend très bien ce qui se passe, et puis ensuite, ça prend une importance mondiale. Eh bien, nous avons cherché à décrire la mise en place de ce type d'économie que nous avons appelée une économie de l'enrichissement. Je vais dire pourquoi dans quelques minutes. Et puis, nous avons cherché à décrire les changements sociaux et géographiques que suscitait ce développement économique, et également les changements, d'analyser les personnes, on dit en sociologue, c'est tout à fait idiot, les personnes ordinaires. C'est les personnes comme vous et moi, c'est tous ceux qui ne sont pas sociologues. Les personnes ordinaires dans leur comportement économique en rapport avec ce changement et en rapport avec la question de la marchandise. Parce que nous vivons dans un univers qui est essentiellement peuplé de marchandises. Les sociologues parlent souvent de la construction sociale de la réalité, des normes sociales. Mais notre univers, c'est cette bouteille qui est une marchandise, c'est ce livre qui est une marchandise, c'est ce iPhone qui est une marchandise. La marchandise est sans arrêt présente dans notre univers et très souvent, ça a intéressé les sociologues des années 60, comme Baudrillard ou Bourdieu. Mais depuis, ça a été un peu abandonné et nous avons voulu reprendre l'analyse de la marchandise en tant qu'elle construit la réalité et notamment la question des prix. Alors, pourquoi enrichissement et qu'est-ce que l'on veut dire quand on parle de ce nouveau type d'économie? Eh bien, on prend fait de deux évolutions tout à fait évidentes. La première évolution, qui a été plus sensible en France que dans la plupart des pays du monde et que dans les autres pays européens, où le phénomène est également présent, c'est la désindustrialisation. Vous savez qu'on parlait toujours de société industrielle. Alain Touraine, qui est bien connu ici, a été un des premiers sociologues à parler de société post-industrielle. Évidemment, nous ne sommes pas rentrés dans une société post-industrielle au sens où nous utiliserions moins d'objets industriels. Cet iPhone est un objet industriel, mais ils sont fabriqués ailleurs. Ils sont fabriqués dans des pays où on peut payer des bas salaires, même si la chaîne de valeur prend son centre toujours dans les vieux pays du capitalisme industriel. Donc dans ces vieux pays du capitalisme industriel, et particulièrement en France, vous avez eu un mouvement important de désindustrialisation. Dans le journal Le Monde d'il y a 2 jours, il y avait encore une page entière sur des fermetures d'usines à l'est de la France. Et ce mouvement a été de pair avec un accroissement du chômage, particulièrement dans le monde ouvrier, et avec un glissement de ce monde ouvrier qui était très souvent communiste ou socialiste vers maintenant les mouvements d'extrême droite ou les mouvements dits populistes comme ceux que dirige comme le Front National en France. Eh bien ça c'est ce premier mouvement. Mais il y a un second mouvement, si vous voulez, il y a une sorte de paradoxe dans un pays comme la France. Voilà un pays qui se désindustrialise, qui ne produit plus grand-chose. On produit des armes, malheureusement. On produit beaucoup d'armes, mais quoi, ça ne se vend pas dans les magasins tous les jours. Qui produit peu de choses, où le chômage est important, où les inégalités augmentent, et qui pourtant est un pays
où le nombre de riches augmente et qui est un pays globalement riche. Comment expliquer un phénomène comme celui-là? Eh bien, notre hypothèse est qu'une autre économie s'est mise en place, fondée plus du tout sur la production d'objets nouveaux ou sur la production d'objets standards, comme cette bouteille d'eau minérale, mais sur la mise en valeur d'un gisement qui n'est autre que le passé. Ça peut paraître bizarre, voilà une grande économie qui produit beaucoup de richesses, mais qui produit des richesses en exploitant le passé. Et non plus en fabriquant des choses nouvelles, mais en mettant en valeur et en augmentant le prix de choses passées. Alors, on va parler évidemment beaucoup plus longuement de ce processus. C'est selon nous un processus qui engage un grand nombre de personnes, des tas de métiers différents, des gens qui sont dans les arts, des gens qui sont dans la culture, des gens qui sont dans le patrimoine, des gens qui sont dans l'économie du luxe, etc. On va essayer de retracer très vite le lien entre ces différents domaines, des gens qui sont dans le tourisme étant un phénomène très important, et donc qui ne produisent plus d'objets nouveaux, qui mettent en valeur des objets déjà là en exploitant le passé. Alors, selon nous, c'est un phénomène très important que l'économie, au sens des économistes, sous-estime. Parce qu'au fond, quand vous prenez l'histoire de la science économique, elle s'est largement construite sur le développement de l'industrie, de la société industrielle et des produits industriels. Or, les marchandises industrielles et les marchandises qui servent de pivot, qui sont au centre de cette économie de l'enrichissement, ont des manières d'être, si je puis dire. C'est-à-dire, avant tout, ont des éléments qui sont la cause de leur prix, qui déterminent leur prix, des manières d'être et des manières d'être appréciées qui sont très différentes. Et évidemment, cela entraîne une diversité des marchandises et cela demande de la part des personnes des compétences pour se retrouver dans cet univers de la marchandise. Alors, pourquoi, Moreau me demandait hier, pourquoi vous avez passé 5 ans, 4 ans, 5 ans à écrire ce livre? Eh bien, il y avait des raisons, et bien sûr, liées à la question, liées à la sociologie économique. Un effort pour rapprocher pour faire entendre la sociologie de la part des économistes. Parce que quand j'étais étudiant, les économistes étaient attentifs à la sociologie. Et puis, spécialement en France et aux États-Unis, vous avez eu une autonomisation de l'économie qui l'a éloignée de la sociologie. Et donc, nous pensons qu'il est utile de renouer le dialogue. Et puis, il y a des raisons beaucoup plus pratiques. C'est que cette économie de l'enrichissement n'est pas prise en compte explicitement par les organismes qui font la comptabilité nationale ou les organismes qui font les statistiques professionnelles, comme les organismes de l'INSEE, l'Institut national de la statistique économique, ce qui fait qu'ils ne sont pas non plus pris en compte explicitement par les gouvernants et qu'ils ne sont pas non plus, dans leur unité, vus par les instances critiques et notamment par les instances syndicales. Et nous pensons qu'une des raisons de l'affaiblissement de la critique dans un pays comme la France, qui favorise la montée du populisme, notamment de l'extrême droite, est une méconnaissance de ces changements très profonds qui ont touché la structure sociale de notre pays. Muchas gracias, Luc, por esa presentación. Yo tomé algunas notas. Tú hiciste en este libro, para decirlo muy brevemente, una sociología nuevamente, como en el nuevo espíritu del capitalismo, del cambio social, del cambio del capitalismo en los últimos años, los últimos 20 años serán, 30 años,
caracterizando básicamente lo que ocurre en Francia. Es una interesante pregunta cómo se puede extender eso a otros países, el grado de extensión de este proceso de cambio, que tú describes como una desindustrialización en el sentido de una distribución geográfica de los procesos de producción de mercancías estándar. Y una concentración en los países ricos, sobre todo en Europa, en este caso Francia, como es el caso del estudio, del desarrollo o el fortalecimiento de una economía del enriquecimiento, cuya esfera de realización, de concreción, es una serie de fenómenos, y ahí al interior de ella está el tema nuestro, está la patrimonialización, pero también otros como la cuestión de las artes, particularmente las artes plásticas, la cultura o las actividades culturales, los eventos como tal vez este, puede ser incluido dentro de eso, el comercio de objetos antiguos, la creación de fundaciones, de museos, la importancia de los museos hoy día, la industria del lujo. Ese es una especie de universo de fenómenos, prácticas distintas. Aquí es el momento sociológico tal vez más interesante del libro, o uno de los más interesantes, es darse cuenta de que todas estas prácticas, que en principio son distintas, están puestas en relación, ¿ya? Bajo el paraguas de una economía, una esfera económica particular, a través de la cual hoy día el capitalismo encuentra nuevos espacios de desarrollo, que es la que tú llamas economía del enriquecimiento, ¿ya? Dentro del marco de un capitalismo integral, ¿no? Que tiene varias formas de desarrollarse o desarrollar la idea del enriquecimiento o de la valorización. Yo quisiera, dado lo que estábamos diciendo hace un ratito, hablar un poco a partir del material empírico, ¿ya? Es decir, yo en tu libro vi una enorme cantidad de detalles empíricos, entre ellos referencias a revistas, a muchas revistas, que yo voy a poner acá esta, por ejemplo, que es, o esta, que nos dice también algo distinto. Está la bandera de Francia. Esta, Luke, o esta otra, ¿ya? Yo te pido que hablemos o tratemos de desarrollar las mismas ideas que presentaste ahora a partir de lo que tú ves en estos documentos que son muy cotidianos, que lo encontramos, bueno, no todo el mundo, pero algunos de los que hemos viajado tal vez en los aeropuertos, etcétera, o en kioscos también. Luke, por favor, la pregunta sería, ¿cómo pones en relación esta serie de fenómenos? Turismo, arte, cultura, patrimonialización, fenómenos distintos, y cómo los ubicas dentro de un mismo, dentro de un mismo universo. Eh bien, je les mets en rapport. Je les mets en rapport parce qu'ils se mettent en rapport eux-mêmes. Parce qu'ils se mettent eux-mêmes en relation les uns avec les autres, même si une grande publicité n'est pas faite autour de ces phénomènes. Vous voyez par exemple un grand élément de ce changement, c'est ce qu'on appelle le développement de l'économie du luxe, qui a eu une croissance en France d'environ entre 10 et 20% par an, selon les produits, et qui fait des retours sur investissement extrêmement importants. Les firmes de luxe sont assez peu précises là-dessus, mais les profits sont extrêmement importants. Dans le cas de l'économie du luxe, ce qui fait la valeur du produit, c'est le label France. Vous avez des agences de marketing qui vont développer le marketing
de la région ou du pays. Mais le produit lui-même peut être fabriqué à l'étranger, mais on ne le dira pas. Par exemple, si vous prenez les grands parfums, je ne vais pas nommer de marque, les grands parfums, la valeur, la part dans le prix que vous allez payer du liquide qui est le parfum est d'environ 5% sur le prix global de la bouteille. Et le reste, c'est la France que vous achetez. C'est la France. C'est Saint-Germain-des-Prés, c'est la rue de Sèvres, c'est le chic français, c'est le souvenir des écrivains du 19e, etc. Alors, se sont développés, c'est à cela que Moreau faisait référence, se sont développés des suppléments hebdomadaires des grands journaux. Parce qu'en France, la grande presse est en crise économique et ne vit vraiment, n'arrive à survivre que grâce à la publicité de ces firmes de luxe, notamment de montres, par exemple, de montres et de champagne et de mode, de vêtements, ce qui fait d'ailleurs que la liberté de la presse est un petit peu limitée par cette nécessité d'avoir des apports publicitaires. Il y a quelques années, il y a eu une affaire comme celle-là, où un des grands patrons du luxe a été critiqué par un journal de gauche qui s'appelle Libération, et ce journal a perdu pour quelques mois sa publicité et il a manqué faire faillite. Et puis vous avez aux États-Unis un phénomène semblable. Vous avez le supplément du New York Times, par exemple, qui ressemble beaucoup à M Le Monde, qui est le supplément du Monde en France. Et puis vous avez un document, un matériel qui est très accessible, très facile, qui est très intéressant, c'est Air France Magazine, d'où viennent ces publicités. Air France Magazine. Air France Magazine, c'est publié par Air France et c'est distribué aux gens qui ont la bonne ou la mauvaise idée de prendre cette ligne d'aviation. Mais ce qui peut vous intéresser, c'est que Air France Magazine, et je l'ai découvert avec grande surprise, est fabriqué et édité par mon éditeur, qui est Gallimard, et qui est un éditeur français très connu pour la littérature. C'est l'éditeur de Jean-Paul Sartre, c'est l'éditeur de Foucault, et maintenant c'est aussi l'éditeur de Air France Magazine. Et Air France Gallimard est maintenant rentré en contact avec une des plus grandes firmes de luxe qui s'appelle LVMH, qui est dirigée par le célèbre Bernard Arnault, qui est rentré dans le capital de Gallimard et dont des collaborateurs travaillent aussi à Air France Magazine. Alors, dans Air France Magazine, on a vu d'abord une bouteille de champagne, on la voit partout. Vous avez maintenant tout un domaine en France très important, un domaine très important qui emploie sans doute plusieurs centaines de milliers d'emplois, qui est le luxe alimentaire et qui est lié à une dualisation de l'alimentation avec une alimentation industrielle pour les pauvres qui grossissent comme partout dans le monde, comme aux États-Unis, et une alimentation de luxe avec des références un petit peu écologiques et surtout des références de tradition. Le terme tradition est absolument central, qui font référence à des terroirs. Alors, dans cette économie du luxe alimentaire, eh bien, vous avez des tas de bonnes choses. Vous avez des vins, vous avez des champagnes, des liqueurs, vous avez du foie gras, vous avez les différentes régions
se découvre maintenant une spécialité et vous avez un encadrement juridique de façon à empêcher que d'autres régions ou d'autres pays prennent le nom. Si vous avez par exemple, ça ne vous dira peut-être rien, les calissons d'Aix. Les calissons d'Aix, c'est des confiseries à la pâte d'amande qui sont assez chères, ne peuvent être fabriquées qu'à Aix. Vous n'avez pas le droit de les appeler comme ça si c'est fabriqué ailleurs. Et vous avez maintenant des agences qui sont des agences de construction de la valeur dans le domaine du luxe alimentaire. J'avais lu un article très intéressant sur la châtaigne. La châtaigne. La châtaigne était abondante dans une région très pauvre du centre de la France et servait à faire la soupe l'hiver quand il n'y avait plus de blé. Eh bien, cette agence avait pris en charge pour la région de développer la châtaigne comme élément de luxe en inventant des nouveaux produits autour de la châtaigne. Et donc, si vous prenez par exemple le luxe alimentaire, ça correspond à l'équivalent en France de l'automobile et de l'aéronautique comme contribution au produit national. Alors, vous avez aussi le luxe tout court, dont j'ai dit un mot. Les grandes maisons, les deux principales actuellement en France, firmes, groupes de luxe, c'est LVMH avec Bernard Arnault et c'est Kering. Kering, on peut peut-être montrer une autre image. Non, ça c'est sur la désindustrialisation. Oui, on va regarder ça. Attends, après celui-là, là, voilà. Non, après la désindustrialisation. Puis non, voilà, Turin. À Turin, comme vous savez, Turin était le centre, parce que l'Italie, vous avez un processus similaire. Turin était le centre de l'industrie automobile italienne. À Lingotto, qui est un quartier de Turin, vous avez eu la construction d'une très grande usine à la fin des années 20. Et avec, sur le toit de l'usine, il y avait un circuit d'essai des voitures. Et puis, comme vous le savez, dans les années 60-70, après 68, Turin a été le lieu de grande lutte ouvrière. Ceux d'entre vous qui aiment Pasolini connaissent bien la situation des migrants du sud de l'Italie qui se retrouvent à Turin ou à Milan dans ces années-là. Et ce sont des luttes qui ont été perdues par la classe ouvrière. Je ne rentrerai pas dans les détails, ça a été lié aux années sombres de l'Italie. En tout cas, maintenant, l'usine est fermée, elle est transformée en galerie marchande et vous avez un musée, qui a été construit par Rozzo Prepiano, un architecte célèbre, et dans laquelle on peut visiter, qui est sur l'ancienne piste, on peut visiter la collection d'art de la famille Agnelli, qui sont les patrons de Fiat. Donc on est passé d'un lieu de culte du mouvement ouvrier à un lieu de culture ou de patrons. Alors les liens sont très importants entre le luxe et le monde de l'art. Les grands lieux de musées, par exemple, vous avez la fondation Vuitton à Paris, qui s'est mise en place et qui peut faire des expositions coûtant un prix qu'aucun des musées français ne peut dépenser. Et l'année où nous finissions Enrichissement, en 2016, il y a eu un phénomène assez intéressant. Il y avait à la Fondation Vuitton une exposition d'art extrêmement culturelle et prestigieuse de collections qui étaient détenues en Russie. Et vous aviez dans un musée national, au Grand Palais, une exposition sur Vuitton, où était exposée l'histoire de la famille Vuitton, les valises de la famille Vuitton,
les grands personnages qui avaient utilisé un fabricant de cuir et de valises, qui avaient fabriqué. Et il y avait également exposé un monsieur présenté comme un artisan du cuir qui fabriquait devant vous un sac Vuitton, même si on sait très bien qu'une partie des sacs Vuitton sont pour une part fabriqués dans des pays à bas salaire. Et donc, si vous voulez, le poids de cette économie du luxe, y compris sur les choix en matière d'artistes et sur les arts, est très important. Ça apporte de l'argent au monde de l'art, et en échange, ça apporte de l'art, de la légitimité qui spiritualise, si je puis dire, cette industrie du luxe. Alors, on peut passer peut-être à d'autres formes de patrimonialisation. Passe à Arles, si tu as Arles. Arles. Donc vous avez, dans cette économie de l'enrichissement, vous avez un développement très important de la patrimonialisation, avec un cas que nous avons étudié en détail, 2 cas. Le cas de la ville d'Arles et le cas d'une petite ville du centre de la France qui s'appelle La Guiole. Arles était une petite ville du Midi qui vivait essentiellement du train. Il y avait des grands ateliers qui employaient plusieurs milliers de personnes, jusqu'à 30 000 dans l'entre-deux-guerres, qui réparaient les chemins de fer, qui construisaient des locomotives. Tout cela s'effondre dans les années 60-70. À Arles, vous avez aussi des restes de la période romaine, et c'est une ville qui très vite attire des artistes. Je vais faire dire une plaisanterie, il ne faut pas le prendre très au sérieux, mais si vous voulez enrichir une ville ou un village, si vous voulez passer d'une économie rurale ou d'une économie industrielle ancienne à une économie de l'enrichissement, il faut investir dans les artistes et il faut amener des artistes, spécialement des artistes connus, parce que les artistes connus, ils tirent derrière eux des acheteurs qui sont des acheteurs riches et à qui l'endroit plaît, qui achètent des maisons et qui enrichissent le pays. Eh bien, Arles est une ville industrielle en déclin qui a le taux de chômage le plus important de toute la région du sud de la France. Le maire est communiste. Il a fait de la sociologie. Et il se trouve que une famille, qui était une des familles les plus riches de Suisse, s'est passionnée pour la région et pour la ville d'Arles, et a mis en place une fondation qui s'appelle l'UMA, et qui ont décidé de construire là, sur les bâtiments qui étaient un peu comme Guggenheim à Bilbao, de construire sur les bâtiments qui étaient les bâtiments de l'usine de fabrication de locomotives, une énorme fondation d'art dont... Ah non, mais on n'a pas l'image. Je l'aurais, mais dans le... Bon. Construit par Franck Gehry, qui est aussi haute, c'est une colline, qui est aussi haute que la colline, et dont le maire espère qu'il va transformer, et ça sera le cas, la population de cette petite ville, de cette ville, en la faisant passer d'une population ouvrière à une population de gens intéressés par la culture. Alors, si vous voulez, ça c'est un cas. Un autre cas que nous avons étudié, c'est une toute petite ville, un gros village du centre du Massif central qui s'appelle La Guiole. Et La Guiole vivait essentiellement de l'élevage des bœufs et du commerce des bœufs. Et puis, là-dessus, il y a eu quelques entrepreneurs locaux
qui sont venus à Paris, qui ont eu des idées très intéressantes, dont un restaurateur qui a construit un restaurant avec une piste d'atterrissage pour des hélicoptères. Et un restaurant où on est censé manger toutes les choses naturelles, même des fleurs qui poussent sur ce plateau. Et puis, un autre entrepreneur a, il faut bien dire, inventé l'idée qu'il y avait un couteau traditionnel qui était le couteau de la Guiole. Et en fait, il y a une autre ville pas très loin qui est traditionnellement fait des couteaux, c'est Thiers. Donc il a envoyé des gens de la Guiole travailler à Thiers pour apprendre à faire des couteaux. Et puis un designer a dessiné un couteau qui est censé être le couteau des bergers de la tradition du coin, et se sont mis en place des ateliers de fabrication de couteaux traditionnels. Ces couteaux, qui sont des petits couteaux de poche, valent entre 100 et 500 euros, à peu près. Mais évidemment, vous avez des fabricants de couteaux pakistanais qui se sont aperçus qu'il n'y avait pas de protection du nom la Guiole. Et donc, ils se sont mis à fabriquer en usine, au Pakistan, des couteaux qui ressemblent aux couteaux de la Guiole, mais qui valent 10 ou 20 euros. D'où un procès qui continue depuis maintenant des années pour savoir qui a le droit de faire appel à cette tradition qui est elle-même une tradition largement inventée. Alors, tout cela est très fortement soutenu par le développement du tourisme. Le tourisme, auquel, je dois dire, nous n'avions pas pensé vraiment en commençant notre travail, est un phénomène, certainement un des phénomènes sociaux et économiques les plus importants au niveau mondial actuel. Et donc, actuellement, il y a environ 1 milliard d'arrivées touristes dans le monde. En 1950, il y en avait 25 millions. Vous voyez la différence. Et encore en 1980, toi tu n'étais pas né, mais moi ça me paraît pas très loin, vous aviez simplement 300 millions d'arrivées de touristes mondiales. La France est le premier pays du monde pour le nombre d'arrivées touristes. C'est autour de 90 milliards et le gouvernement vise environ 90 millions, excusez-moi, de nuitées, ça se compte en arrivées touristes et en nuitées, et le gouvernement espère augmenter largement ce nombre. Alors, quel est le lien entre les touristes et le luxe? Eh bien, si un touriste chinois, par exemple, ou un touriste brésilien achète sur place un parfum Chanel, il va acheter en même temps le label France. Mais il préférera l'acheter en France. S'il veut ramener ça pour son ami, ça sera beaucoup plus authentique s'il est acheté sur place. Et ce terme d'authentique est devenu un des termes principaux de cette économie de l'enrichissement qui valorise ce qui est authentique par opposition à ce qui n'est pas authentique. Alors, ce qui n'est pas authentique, c'est compliqué. C'est ce qui n'est pas traditionnel, ce qui est fabriqué avec des méthodes industrielles, ce qui est faux pour un tableau, et l'authenticité est donc la valeur principale. Et bien sûr, le tourisme a beaucoup de retombées économiques sur les moyens de transport, sur la construction, etc. Et puis, vous avez d'autres domaines. Donc, on a parlé de l'art et du commerce de l'art qui s'est énormément développé en rapport avec le luxe. Et vous avez également des activités culturelles. Si vous voulez, en France, les professions qui ont le plus augmenté en nombre depuis 30 ans, c'est les professions culturelles, dans des proportions bien plus importantes que les professions industrielles.
On compte actuellement qu'il y a environ, au minimum, 700 000 personnes dans les professions culturelles en France, dans l'édition, le design, la traduction, l'écriture, sans compter les enseignants, hein, sans compter les enseignants. Et le spectacle. Et évidemment, ces activités culturelles sont en symbiose avec les activités de luxe et de tourisme. Et si vous voulez, la patrimonialisation, et ces économies, nous avons beaucoup utilisé un historien français que certains d'entre vous connaissent, qui adorait l'Amérique latine, qui est Fernand Braudel, et qui a créé l'École des hautes études. Et Fernand Braudel a mis beaucoup l'accent sur le profit tiré du transport des marchandises, tiré du déplacement des marchandises. Eh bien, cette économie de l'enrichissement, elle marche beaucoup sur le déplacement. Vous déplacez un produit avec un label France pour le vendre ailleurs. Quand il s'agit de quelque chose comme de l'Arc de Triomphe ou comme du Mont-Saint-Michel ou d'un très beau village que vous ne pouvez pas déplacer, eh bien vous le patrimonialisez pour attirer les acheteurs d'ailleurs à venir le voir sur place. Et donc, on peut déplacer avec la marchandise ou on peut déplacer les acheteurs de la marchandise. Et donc, pour le cas de l'art, vous avez eu en même temps un développement, on peut peut-être mettre le prouver là, vous avez eu un développement très important des ventes aux enchères, des auctions, soit par des firmes anglo-saxonnes comme Christie's, Sotheby's ou Philips, ou des firmes françaises comme Art Curial. Vous avez eu le développement de publications de palmarès de valeur des objets, soit sur des revues, soit sur Internet, avec des phénomènes tout à fait extraordinaires d'accroissement de prix d'objets. On avait pris cet exemple. Cet exemple est intéressant parce que c'est un banc qui a été fabriqué de façon industrielle en 1956 pour une cité universitaire. Quand la cité universitaire a été démolie pour en faire une nouvelle, une grande partie de ces bancs ont été détruits. Quelques-uns ont été conservés, et puis ces bancs avaient été dessinés par un designer qui s'appelle Jean Prouvé, qui depuis est devenu très célèbre parce qu'il y a eu des études sur lui, et à une récente vente aux enchères, ce banc a été vendu 1 200 000 euros, ce qui est quand même un prix assez élevé pour un objet industriel destiné à devenir un déchet. Alors, comment est-ce que tout cela s'est fait? Est-ce que tu veux que je continue à parler un peu là-dessus ou... Comment est-ce que tout cela s'est fait? Eh bien, je dirais qu'il y a eu un prophète de ce changement économique, si je puis dire. Je ne sais pas s'il serait très content, il vit toujours, qu'on l'appelle prophète. C'est Jack Lang. Jack Lang était un juriste, je crois au départ, adorant le théâtre, un administrateur et qui a dirigé un grand festival de théâtre. Et puis, il est devenu le premier ministre de la Culture de Mitterrand, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1982. Et Jack Lang, et sans doute Mitterrand, avaient compris que le déclin industriel de la France était engagé. Si vous voulez, le maximum industriel de la France, c'est 1975. Et après, ça décline, ça ne cesse de décliner. Et vous avez un autre phénomène qui se passe en même temps, qui est un accroissement considérable du nombre des étudiants, du nombre des jeunes qui suivent un enseignement dans l'enseignement supérieur. Et vous aviez jusque-là
une Bible, si je puis dire, de la culture, qui avait été dessinée, mise en place par André Malraux. André Malraux, qui est un écrivain français très célèbre, qui a été très proche des communistes et qui était devenu ensuite gaulliste et qui a été le créateur des premières maisons de la culture en France. Et André Malraux, je vais vous donner ses conceptions en les schématisant de façon un peu caricaturale. Pour André Malraux, vous avez d'un côté la culture, destinée à remplacer la religion, et de l'autre, l'industrie, la finance, le commerce, qui sont un peu comme la tête et le ventre, ou la tête et le corps. Bien sûr, c'est utile, l'industrie, le commerce, mais ce qui importe, c'est la culture. Et puis, dans la culture, vous avez la haute culture, c'est Racine, c'est Cervantes, et puis la basse culture, c'est les romans policiers, les films populaires, les bandes dessinées, etc. Et au fond, l'idée de Malraux, les maisons de la culture, c'est ceux qui travaillent pour le ventre, les ouvriers, pour l'économie. Ils ont droit aussi à la haute culture, à la tête, donc il faut les amener dans ces maisons de la culture, mais il faut les empêcher de consommer de la basse culture, comme des romans policiers ou des films populaires, et les amener à Avignon pour assister à des spectacles de Racine, etc. Lang, il change complètement ce modèle. Lang, il dit, mais il n'y a pas d'opposition entre la culture et l'argent. Pour faire de la culture, il faut de l'argent. Il a dirigé un festival, donc il sait un petit peu ça. Ça peut intéresser, c'est Puerto Ideas. Et pour faire de l'argent, eh bien nous, on va faire de l'argent avec de la culture. La culture peut servir aussi à faire de l'argent. Et puis l'autre idée centrale de Jack Lang, c'est on n'a pas à décider qu'est-ce qui est haute culture et basse culture. Il faut les mettre en rapport. Vous avez la danse à l'opéra, et puis vous avez le hip-hop. Mais vous les mettez en contact et vous donnez de l'argent aux deux, et de ce contact va se développer des nouvelles formes de culture. Et donc, à mon avis, il a fait un célèbre discours où il dit ça, qui est le discours de Mexico. À mon avis, ce mouvement, parce que le problème, si vous voulez, c'était de donner du travail à tous ces nouveaux étudiants de lettres ou d'écoles d'art qui n'allaient certainement pas trouver de l'aide dans une industrie en déclin. Gracias, Luc. Merci beaucoup.